À la fin du livre, l'auteur explique que l'émancipation de l'homme ne pouvait qu'échouer, car le but de la modernité n'a jamais été de le libérer. Cet échec était en germe dès le départ. Donc, je cite l'auteur: le long parcours d'émancipation de l'individu qui a accompagné l'évolution de la modernité n'est pas invalidé par sa conclusion, c'est-à-dire une liberté fictive et vide de contenu effectif. Elle est invalidée par son commencement. Il n'y avait en effet rien à émanciper. Le monde moderne n'est pas né d'une volonté indéterminée de justice sociale, mais de la nécessité de résoudre un paradoxe, celui d'assurer une existence stable à l'individu qui venait d'éclore suite à la découverte de la mort vécue par l'homme pour la première fois dans l'histoire comme un événement singulier et solitaire. Ainsi, la modernité qui était en quête d'une stabilité dans le changement a parié sur les images autonomes comme force de réorganisation souple et pacifique vis-à-vis de l'incessant travail de transformation sociale effectué par la technique. Ce pari, comme l'a montré l'auteur, a échoué. La bataille est perdue et désormais la nécessité règne. Les images sont contaminées par le mythe réel, le mythe antimoderne, et elles ont fini par oublier l'impulsion originaire de la fuite devant la mort. Le temps de la séparation entre la culture absolue et la technique touche à sa fin. En conclusion, et c'est une conclusion qui est bien pessimiste, l'auteur écrit, je cite: ce qui nous attend ne sont pas les vertes prairies du réel inexplorées et riches de surprises, mais le trop-plein de la technique. Elle ne fera qu'achever le travail de réduction des différences, commencé par le virus antimoderne. Le clone, l'homme sans vie ni mort, se dessine comme le destin d'une humanité privée de la force ontologiquement révolutionnaire et socialement conservatrice des images. Une humanité qui, ironiquement, sera entre-temps devenue totalement fictive.